Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode journal de bord. Je sais pas trop comment je vais faire pour publier mes podcasts parce que du coup je vois très bien que là je suis pas... Enfin, comment dire... On est le 7 mai 2019 et je suis sûre que ce podcast ne sera pas publié le 7 mai 2019. Je sais pas trop comment je vais me rattraper en termes de publication de podcast et de, journal de bord. Donc, bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'ai envie de vous parler en fait de, se relancer. Écrire même quand ça va mal. Voilà. Super, hein, l'ambiance, on est content. En fait, là, ça fait quelques jours que j'enchaîne les mauvaises nouvelles ou les périodes, une période où ça va pas trop, quoi, parce que, rien d'extraordinaire, mais par exemple, on attendait d'avoir une réponse pour déménager dans une nouvelle location. Et voilà, en fait, les locations, c'est la galère. Et il y a cette fameuse assurance locative pour laquelle il faut avoir des critères de fou. Et nous ne rentrons pas dans ces critères, n'est-ce pas ? Et donc, en fait, à une espèce de plus petite échelle que les entrepreneurs et les artistes et écrivains professionnels, entre guillemets, parce que du coup, moi, je considère pas que je le suis encore parce que j'ai pas, par exemple, j'ai pas monté ma micro-entreprise, donc j'ai pas le statut. En fait, aujourd'hui, quand je remplis un papier administratif, je coche une case comme quoi je suis en CDD dans une entreprise, quoi, quelque part. Bon, bref. Et donc, même avec cette situation qui pourrait paraître pas mal, surtout que mon conjoint est en CDI, enfin bref, et donc on n'a pas eu le droit d'avoir la maison que je voulais, qu'on voulait d'ailleurs en location pour déménager. Et c'est difficile parce que en fait moi je me visualisais bien, j'avais bien commencé à me visualiser dans cette maison. Et j'avais commencé à faire, vous savez, cette espèce de projection où on se dit, je vais pas... regardez, meilleur exemple. J'ai arrêté de faire des vidéos sur ma chaîne YouTube en me disant, j'en referai quand j'aurai déménagé dans cette nouvelle maison parce que j'aurai un meilleur cadre, j'aurai une pièce qui sera presque dédiée à ça et tout, ce sera cool. Et du coup, j'ai arrêté de faire des vidéos dans la location dans laquelle on est en ce moment parce que du coup, je me disais, j'attends d'avoir ce nouveau cadre pour le faire, et puis j'en fais pas en attendant, parce que du coup, ça va venir. Sauf que ce n'est pas venu. Et en fait, quelque part, pour l'écriture, c'était un peu pareil, c'est-à-dire que je me visualisais bien, en fait, il y avait une pièce que je visualisais bien comme étant mon prochain bureau. Et donc je me visualisais bien en train de faire... Faut que j'arrête de dire visualiser parce que j'arrive pas à le dire et du coup ça me fait galérer à chaque fois. Bref, donc je me voyais bien écrire dans cette pièce, je me voyais bien mêler mes univers professionnels dans cette pièce. Je m'étais donné comme deadline cette réponse pour le déménagement pour répondre à savoir si je refaisais un coaching, à savoir si je disais ok pour les séances photos que je veux faire pour rendre mon projet plus professionnel dans ma tête, etc., etc. Enfin bref, j'avais fait reposer beaucoup de choses sur ce déménagement et du coup ça commençait déjà à me peser avant qu'on ait la réponse parce que du coup ça a été très très long pour avoir cette réponse parce que avec les jours fériés et tout. Et là, le fait que la réponse soit non et que du coup, de toute façon, pour l'instant, du coup, on va pas partir de là où on est en ce moment. D'une, ça a cassé toutes ces fameuses deadlines que je m'étais mises et qui sont quelque part beaucoup des excuses. Et ça m'a aussi mis dans là, je me rends bien compte que depuis quelques semaines, j'étais dans un état pas très ouf. Je veux dire, j'étais pas au plus haut fixe dans mon moral et je pense que ça avait un impact assez... ça avait un impact franc sur ma manière d'écrire, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, cette histoire de déménagement, c'était toujours dans un coin de ma tête et j'avais beaucoup de mal à m'évader en me faisant des sessions d'écriture et tout, et j'avais beaucoup de mal
à envisager de manière sereine les mois à venir en fait quelque part, parce que du coup, mine de rien c'était un changement et du coup ce changement n'existe plus et du coup il va falloir que je fasse avec ce que j'ai maintenant. Donc aujourd'hui j'ai écrit mais avec du coup ce gros bouleversement dans ma tête de je ne vais pas déménager dans cette maison dans laquelle je voulais déménager et du coup comment dire ça qui m'avait mis dans un état de cycle négatif encore une fois, parce que du coup moi je me voyais déjà à la rue. En fait je suis le genre de personne j'escalade très vite dans dans les pensées négatives. Et je me disais, ça y est, on est à la rue, on va devoir aller vivre chez mes parents, enfin bref. Qu'est-ce que je vais faire de mes affaires? Enfin bref. Et du coup, mine de rien, me forcer à faire quand même ma session d'écriture, ça m'a fait du bien, parce que du coup, c'est comme si mon cerveau, il avait un peu traité les informations en tâche de fond, et du coup, je trouve que ça a pas tellement affecté mon écriture. J'ai bien produit quand même pour une session d'écriture. Après, j'ai pas réussi à augmenter mon temps d'écriture par rapport à mes dernières sessions, mais j'ai quand même réussi à écrire. Surtout qu'en sachant que hier, je me suis prévu cette fameuse session d'écriture, j'ai voulu le faire et tout, et j'ai pas réussi. Et parce que j'étais trop préoccupée par les différents soucis de la vie réelle. Et du coup, j'ai pas réussi à me lancer dans cette session d'écriture. Et en fait, j'ai eu les retours d'une de mes bêta lectrices, qui se trouve être ma sœur. Donc si jamais tu écoutes cet épisode, ne le prends pas pour toi, ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Mais le retour de cette bêta lectrice... Comme cette bêta lectrice est ma sœur, et qu'elle me connaît bien, et en fait, elle identifie facilement mes inspirations, elle identifie facilement ce que moi je n'aime pas, et ce qui est pour moi des zones de copiage, du copiage ou plagiage, je sais pas comment on dit, bref. Et ces zones où en fait mon inspiration va peut-être un peu au-delà de l'inspiration et un petit peu plus dans le domaine de la copie, même si du coup, je pense que quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui n'est pas ma sœur, ne verrait pas forcément ces liens qui sont si évidents, mais comme elle est ma sœur, elle le voit. Mais sauf que du coup, c'est vrai que, c'est rigolo parce que ça tape là où ça fait mal, quoi. Parce que du coup, c'est vraiment mon personnage principal, Chiaki. C'est vrai qu'elle est très très inspirée d'un autre personnage principal, d'un autre auteur. J'ai pas envie de dire quel personnage principal et quel auteur. Si vous le trouvez, bravo. Enfin, à la limite, ça me rend curieuse de savoir si vous allez trouver ou pas. Bref, mais comment dire, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je pense que j'ai un rapport assez, conflictuel avec l'originalité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour briller, que pour que mes écrits brillent, il faut que j'arrive à m'affranchir de tout ce qui n'est pas original. Sauf que le problème, c'est que déjà, dans la littérature de base, l'originalité, si vous voulez, c'est un peu un concept, j'ai presque envie de dire surfait, quoi, parce que du coup, il y a des schémas narratifs auxquels on ne pourra pas forcément couper. Il y a des personnages types, il y a des genres, il y a des... L'être humain a tellement envie de tout mettre dans des petites cases, et de toute façon, la créativité fonctionnant comme ça, en fait, c'est ce qu'on appelle... Enfin, nous, en cours, on étudie ça... je me souviens qu'en lettres, on appelait ça l'intertextualité, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, depuis la première œuvre, en fait, c'est en partant de ce que tu as vécu en tant qu'être humain que tu te mets à créer. Et du coup, en tant qu'être humain qui a énormément lu et qui a été touché par certaines œuvres, c'est sûr que tu vas, même inconsciemment, renvoyer des références à ces œuvres-là. Et c'est vrai qu'en plus de ça, moi, certaines références que je renvoie dans mon bouquin, elles sont flagrantes, et c'est sûr et certain. Et en plus de ça, ça a été dur pour moi de faire un cheminement où j'acceptais ça,
parce que c'est vrai que à l'époque où j'ai créé Chiaki, donc c'était il y a 10 ans, mais ça j'arrête pas de vous le dire, et ben en fait je l'ai créé directement à la suite de la lecture d'un bouquin d'un auteur où le personnage de cet auteur avait touché énormément de choses chez moi. Elle avait fait elle avait créé des connexions neuronales dans plein d'endroits de mon cerveau, quoi. Je sais pas si c'est la bonne image, mais bon, bref. Et du coup, c'est vrai que mon personnage de Chiaki, en fait, à l'époque où j'ai créé Chiaki, on peut dire que c'est un petit peu le même format que quand on est un illustrateur et que, en fait, avant de clarifier ce qui est son propre style, on va se gaver de copier le style d'un illustrateur qu'on adore, à la fois pour en tirer justement ce qui nous plaît, qu'est-ce qui est dans ce style, quels sont les détails dans ce style qui nous plaisent vraiment, et ensuite quels sont les détails dans ce style qui nous plaisent pas vraiment. J'ai l'impression de trop mal m'expliquer, mais enfin bref, ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est que du coup, en tant que créateur, je pense que dans un premier temps, avant de se découvrir soi-même son style, on se gave de style de créateur ailleurs, quoi, de manière à sortir dans l'essence de chacun des styles ce qui va être constitutif de notre propre style. Voilà. Et du coup, en fait, Chiaki, elle date de cette période où j'étais en train de me gaver d'un style en particulier. Et d'ailleurs, j'ai vraiment... cet écrivain, j'étais tellement fan de lui que... Ah, je vous ai donné un indice. Bref, et j'étais tellement fan de lui que ouais, j'ai même copié sa manière d'écrire. J'ai tout copié chez cet écrivain. Mais c'était, c'est une période de ma vie que j'ai pas envie de renier parce que... justement, en fait, ça m'a permis d'asseoir mon propre style. Et en fait, aujourd'hui, j'écris pas comme lui. Et même à l'époque, après l'avoir copié sans vergogne, après, j'écrivais plus exactement pareil que lui. Mais oui, il y a quelque chose dans sa manière d'écrire qui m'a touchée. Et il y a quelque chose dans ses personnages qui me touche. Et il y a quelque chose dans sa manière d'écrire les relations entre personnages qui me touche, voilà. Et je pense que... Enfin, de toute façon, mon premier bouquin sera dédié à cette personne parce que pour moi, c'est un maître spirituel. C'est quelqu'un qui m'a ouvert tellement de portes à l'intérieur de moi-même que voilà. Mais le problème, c'est que c'est toujours une faille chez moi, ce côté-là, en fait. J'ai du mal à accepter ça parce que là, du coup, je vous dis des belles paroles j'essaye d'y croire. Et j'y crois au fond de moi, mais ça reste quand même une petite fêlure, c'est-à-dire que c'est un schéma de pensée auquel j'ai encore un peu de mal à adhérer, parce que je suis ma pire critique, je suis ma pire lectrice et je suis ma pire coach. Parce que du coup, c'est vrai que tout ce que je vais tolérer chez les autres, je ne vais pas le tolérer chez moi. Tout ce que je trouve bien chez les autres, je vais le trouver nul chez moi. Enfin bref. Et du coup, ce côté-là il faut copier, enfin, ce côté-là de copier des artistes qu'on aime, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à considérer avec neutralité chez moi. Et du coup, c'est vrai que les retours de ma sœur, ça m'a un petit peu cassé dans mon élan parce que ça m'a tapé pile dans cette petite faille d'auto-d'évaluation. Et je pense qu'il a fallu que je me prenne un petit moment aussi pour remonter, entre guillemets, de me dire que, en fait, quelque part, je suis contente de la voir en tant que bêta lectrice parce que elle va pointer du doigt tout ce qui, moi, me fait un peu mal, quoi. Et elle va pas le faire de manière méchante, quoi, mais en attendant, ce sera pointé du doigt. Et du coup, c'est rigolo parce que j'attends le retour de mon autre bêta lectrice pour savoir ce qu'elle en a pensé de mon prologue, parce que du coup, je me dis, du coup, maintenant que j'ai eu le retour d'une lectrice qui sait pertinemment d'où je viens, je voudrais bien avoir le retour d'une lectrice qui est beaucoup moins au courant, de mes influences. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai commencé mon chapitre 1, et en fait, j'ai bien aimé ce que j'écris, c'est bizarre. C'est rigolo parce que du coup, c'était un petit peu...
une session d'écriture thérapie, donc comme je vous disais au début de l'épisode, quoi, pour me sortir un petit peu de tous mes problèmes dans la vie réelle. Et à la fois, j'avais un peu peur de justement que ces problèmes de la vie réelle m'empêchent de faire ma session d'écriture. Donc déjà, la fille qui est pas du tout paradoxale, quoi. Et en plus de ça, du coup, j'ai l'impression de... Là, maintenant que c'est écrit, j'ai l'impression que je me suis défoulée, quoi. Et c'est bien parce que ça veut dire que je refais de l'écriture quelque chose de comment dire... C'est plus l'écriture l'enjeu, mais c'est l'outil pour faire un petit peu une sorte d'évacuation mentale, quoi. Et c'est super que ça revienne un petit peu dans ce sens-là, parce que du coup ça veut dire que je pourrais écrire dans n'importe quel état dans lequel je serais. Du coup tout ça, ça va me permettre de bientôt vous faire un épisode sur ce que je pense de la figure de l'écrivain. Vous savez, cette idée, enfin cette image un petit peu de l'écrivain dans sa tour d'ivoire, qui est obligé d'être en souffrance pour se lancer dans l'écriture, parce que sinon il peut pas écrire, quoi. Il faut absolument qu'il soit hyper déprimé, parce que sinon tout ce qu'il écrit, il peut pas écrire quand il est joyeux, quoi. Et en fait c'est rigolo parce que cette notion-là, elle bloque pas mal de gens, j'ai l'impression. Ça empêche pas mal de gens d'écrire dans les moments où ils vont bien. Et j'ai l'impression que du coup on a beaucoup tendance à écrire dans les moments où on va pas bien, en se disant que du coup c'est justement l'écriture, c'est dans le sel qu'on va sortir le meilleur paragraphe descriptif d'une vie en flammes, ou je ne sais quoi. Du coup moi je vais vous préparer un épisode là-dessus. Et puis bah écoutez, hein, on va espérer que je vais continuer sur ma lancée des sessions d'écriture. Du coup j'ai encore écrit de 13h à 14h. Finalement je crois que j'arrive plus à écrire le matin pour l'instant, parce que du coup le matin, pour le moment, le matin je fais tellement de tâches en fait que je suis lancée dans un cycle de tâches qui demandent pas de réfléchir, et de tâches administratives, tâches ménagères, tâches de tout ça. Ce qui fait qu'en fait quand je relève la tête, quand je relève la tête de tout cet amas de tâches, je me dis que j'ai plus le temps pour écrire, parce que généralement il est quoi, 11h, 11h30, un truc comme ça, et en fait je me force à manger à midi, parce que sinon j'oublie de manger, ou je mange pas, et c'est pas... Enfin, je veux dire, quelqu'un me dirait que c'est pas très grave de pas manger à midi, si on n'a pas faim, mais en fait le problème c'est que moi, j'oublie... Enfin, c'est pas pour des bonnes raisons, quoi, que j'ai pas faim. Et du coup, je me force à manger à midi pile, mais ce qui fait que du coup, je m'autorise pas forcément à me lancer dans une session d'écriture. En fait, voilà, soyons francs, je me mets des barrières mentales pour m'empêcher de me lancer dans ma session d'écriture, en me mettant des deadlines drastiques, dont je sais pertinemment que je vais pas pouvoir les respecter, et de manière à avoir une excuse de ne pas faire ma session d'écriture. Donc voilà. Donc ce qui fait que d'écrire de 13h à 14h, déjà c'est bien, parce que du coup la deadline drastique, c'est d'avoir terminé de manger à 13h pour me lancer dans ma session d'écriture. Donc tout de suite, ça, c'est dans le bon sens, entre guillemets, de mon mensonge mental. Et en plus de ça, de 13h à 14h, c'est une heure que je prévois jamais dans mon emploi du temps. Parce que du coup, moi je mets ma pause midi, entre midi et 14h, et puis advienne que pourra. Et du coup, ça me permet de me lancer ma session d'écriture, parce que c'est pas prévu. Et du coup, ça va au-delà de la barrière. Enfin, ça dépasse ma barrière psychologique là, qui essaye de me dire non, mais tu peux pas écrire parce que à telle heure tu t'es prévu ça, à telle heure t'as fait ça, machin et tout. Et en plus de ça, c'est avant de travailler. Donc, comme je disais dans un épisode précédent, j'ai pas la tête pleine de mon travail, je suis encore dans un mood où je peux être créative, quoi. Je suis pas fatiguée, quoi, mentalement parlant. Enfin voilà, du coup, cet épisode de Journal de bord est terminé. Je vous retrouve très très vite dans un prochain épisode de Journal de bord. J'espère aussi vous retrouver très vite dans un épisode thématique sur l'image de l'écrivain, et du coup cette fameuse idée de l'écrivain en souffrance.
Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et si vous voulez me retrouver, je vous invite à me suivre sur Facebook, la Célinatech, ou sur Instagram. J'essaye un petit peu de sortir de mon ego de femme qui n'utilise pas les réseaux sociaux pour essayer de me faire un Instagram. Donc j'espère réussir à en faire un petit peu une habitude, et puis comme ça avoir des retours un petit peu des gens qui m'écoutent, etc., etc. Et voilà, allez, salut, à la prochaine, ciao.